Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Au sommaire de ce 13h, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, est en visite de travail de 2 jours en Côte d'Ivoire. Il s'est entretenu hier vendredi avec le président Alassane Ouattara. Au menu des échanges, le renforcement et la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part hier au 6e forum de l'Institut Choiseul. C'est un cadre d'échange et de partage d'expériences pour fertiliser les débats et sur les problématiques contemporaines. Il a lieu pour la première fois en terre ivoirienne et a réuni les compétences nationales et internationales. Et puis, nous irons au Parc des Sports de Treichville où l'on a procédé ce samedi à l'ouverture du 4e congrès du Rassemblement des Républicains autour du thème « Le RDR mobilisé pour le RHDP unifié ». Ce sera dans une dizaine de minutes. Je vous le disais en titre, le président de la Sierra Leone est en visite d'amitié et de travail de 2 jours en Côte d'Ivoire. Julius Maada Bio s'est entretenu hier vendredi au palais de la présidence de la République avec le président Alassane Ouattara. Au menu des échanges, le renforcement et la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Le compte-rendu d'Awatouri. Le nouveau président sierra-léonais, Julius Maada Bio, au palais présidentiel ce vendredi 4 mai, premier jour de sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire pour un entretien avec le président Alassane Ouattara. Un entretien pour faire le point sur les relations entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone qui date de 1961 et surtout trouver les voies et moyens pour accroître les échanges commerciaux dont le volume global s'élevait à 16 milliards 918 millions de francs CFA en 2017 contre 5 milliards 973 millions en 2016. Occasion aussi pour le président Julius Maada Bio d'exprimer sa gratitude au chef de l'État pour son soutien, notamment dans le cadre de l'éradication de l'épidémie à fièvre Ebola dans son pays. And when we had the mudslide also, you never stopped as a brother and as a La neighbor. Côte d'Ivoire a été à notre côté lorsqu'il y a eu des éboulements, des glissements de terrain. La Côte d'Ivoire également est venue en appui à notre pays. Par ailleurs, à la faveur des élections qui se sont bien déroulées dans mon pays, j'aimerais venir également pour exprimer ma gratitude profonde au chef de l'État de Côte d'Ivoire pour son appui qui nous a été apporté et également venir apprendre auprès de vous en raison des grands progrès que vous avez réalisés sur le plan économique. Nous savons que la Côte d'Ivoire est un PIB de l'ordre de 8%. C'est pour cela que nous voulons venir à votre école pour apprendre auprès de vous, renforcer nos relations, les approfondir et nous permettre de briser toutes les barrières qui sont contre les francophones et les anglophones et nous permettre également de développer notre pays. Nous voulons vous remercier pour votre chaleureuse bienvenue et accueil en Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter M. le Président pour son élection. C'était une élection démocratique, transparente et la paix règne en Sierra Leone. Et surtout, nous nous réjouissons que les résultats des élections aient été reconnus et que les voies légales aient été acceptées. Et c'est une alternance, ce qui augure bien l'approfondissement de la démocratie. Donc je voudrais féliciter M. le Président pour son élection et lui dire que nous nous tenons beaucoup aux relations fraternelles et d'amitié avec le peuple de Sierra Leone. Le gouvernement et le peuple ivoirien sont très attachés au peuple de Sierra Leone et nous souhaitons nos meilleurs vœux de succès pour le président. Avec la charge qui lui incombe, la Sierra Leone a connu des difficultés ces dernières années, mais je sais qu'avec son expérience et sa détermination, il pourra continuer de consolider la situation économique. Et donc, Monsieur le Président, soyez le bienvenu en Côte d'Ivoire, vous-même et votre délégation. Nous considérons qu'ici, vous êtes chez vous. Élu le 31 mars 2018 au second tour de l'élection présidentielle, avec 51,82% des voix, le président sierra-léonais, qui a prêté serment le 4 avril, sera investi le 12 mai.
Rappelons par ailleurs qu'un accord portant création de la Grande Commission mixte ivoiro-sierra-léonaise a été signé le 27 février 2013 à Yamoussoukro. Et c'est une autre étape de cette visite de travail du président sierra-léonais en Côte d'Ivoire. Julius Maada Bio a rencontré le patronat ivoirien. Il entend faire du secteur privé le moteur du développement socio-économique de son pays. Il s'est rendu hier à la maison de l'entreprise au Plateau où il a consacré plus d'une heure d'horloge à écouter et échanger avec les patrons ivoiriens d'entreprises privées afin de s'inspirer de leurs expériences. Le témoignage de Noël Niagno. Le président de la Sierra Leone à la maison des entreprises d'Abidjan Plateau. Une visite grosse de sens. La Sierra Leone veut booster son développement socio-économique et cela doit être l'affaire des privés. Le président sierra-léonais et sa délégation sont donc venus à l'école de la CGEC, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, pour s'informer, écouter et échanger avec les privés ivoiriens. Première information, à l'attention de la délégation sierra-léonaise, les privés ivoiriens ont acquis une expertise multidimensionnelle prête à être partagée avec un pays frère. Notre pays possède des ressources humaines de qualité et un vivier d'hommes d'affaires expérimentés qui peuvent contribuer à la concrétisation et au renforcement des relations économiques entre nos deux pays dans une parfaite complémentarité. Le directeur exécutif, lui, a souligné les offres de services des privés ivoiriens. Au niveau du développement des affaires, nous sommes très actifs dans les programmes de développement nationaux et régionaux. Nous sommes aussi très actifs dans la mise en place de mécanismes d'appui au développement du secteur privé, au développement des entreprises, pour les facilitations d'accès au commerce, pour les facilitations d'accès au marché, pour ouvrir des guichets, pour accompagner les entreprises par rapport aux thématiques comme les accords de partenariat économique, pour faire bénéficier nos membres à des programmes comme le MCC, comme l'AGOA, à travers les commissions et à travers les différentes cellules, organes de la CGCI. Le ministre de l'Industrie par intérim a rappelé les différentes étapes de la complicité des pouvoirs publics avec les privés et a mis un accent sur les acquis de cette franche collaboration. Pour atteindre les objectifs d'industrialisation, outre les mesures d'ordre transversal, le gouvernement développe et met en œuvre des mesures spécifiques en ce qui concerne certains secteurs et filières. La Côte d'Ivoire est redevenue l'une des économies les plus dynamiques et attractives du continent africain grâce aux importantes réformes engagées dans le cadre de la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et un rôle de plus en plus important joué par le secteur privé. Nous sommes venus apprendre auprès de vous, à souligner d'entrée de propos le président sierra-léonais avant d'indiquer ses priorités. We want to look specifically at agro-industry. Nos priorités portent sur l'agro-industrie, la pêche, l'élevage. Nous cherchons à développer notre pays et à établir des contacts dans l'immédiat. À ces priorités, il attend associer le défi de la langue. En plus de l'anglais, la langue officielle, le français sera enseigné depuis le préscolaire afin que la langue cesse d'être un obstacle au commerce de toute nature entre les peuples de Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone. Le président sierra-léonais est donc en Côte d'Ivoire depuis hier. C'est sa toute première visite à l'extérieur depuis son élection le 31 mars dernier. Et dès son arrivée, il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le président Alassane Ouattara. Puis il a reçu les honneurs militaires. On en sait plus avec Abou Sanogo. Le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, en visite d'amitié et de travail à Abidjan. Arrivé à 11h15, il a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République, Alassane Ouattara. Puis les deux chefs d'État sont allés s'incliner devant le drapeau pour l'exécution des hymnes nationaux, pour recevoir ensuite les honneurs militaires dus à leur rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan et 3 sections de la garde républicaine aux ordres du chef de bataillon Gourou Libi Francis. Échange de poignées avec le grand commandement, puis bain de foule des 2 chefs d'État.
Le nouveau président sierra-léonais effectue sa première sortie officielle à Abidjan après son élection en mars dernier. Et pendant ce temps, le vice-président de la République, lui, prenait part au 6e forum de l'Institut Choiseul, un forum qui se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences pour fertiliser les débats sur les problématiques contemporaines. Daniel Cablon-Duncan était donc l'invité de cet événement qui est une première en terre ivoirienne et qui a réuni les compétences nationales et internationales. Le reportage de Sidonie Davila. Rencontre de leaders africains, européens et de dirigeants économiques au 6e sommet de l'Institut Choiseul. Lieu d'échange, l'Institut a choisi la Côte d'Ivoire pour tenir cette édition. Daniel Cablon-Duncan, le vice-président de la République, hôte de cette rencontre, s'appuyant sur les performances réalisées ces dernières années dans les différents secteurs d'activité, n'a pas manqué de vendre la destination Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la question de l'émergence des jeunes entrepreneurs, des champions nationaux, figure au cœur des priorités stratégiques de l'État. En effet, pour améliorer sa compétitivité, aucune économie ne peut se passer d'un tissu économique fort, pourvu d'entrepreneurs nationaux qualifiés et très professionnels. Le gouvernement, convaincu du rôle moteur des entreprises, notamment innovantes dans la croissance économique, s'efforce en effet de créer un cadre propice à l'éclosion et à l'épanouissement des entreprises et des entrepreneurs. Pour cette rencontre qui se tient pour la première fois à Abidjan, l'Institut Choiseul a rassemblé les lauréats du Choiseul ainsi que divers dirigeants étrangers et ivoiriens. Appelé à jouer un rôle majeur dans le développement économique du continent, le vice-président a exhorté les champions nationaux à aller plus loin avec le soutien du gouvernement. Au cours du panel qui a suivi, Daniel Cablon-Duncan s'est prêté aux questions des jeunes lauréats. Pour l'Institut Choiseul, il est important que les jeunes se frottent à des exemples de réussite. Mieux comprendre ce qui se passe ici, parce qu'il se passe beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, et de faire en sorte que des projets puissent être initiés entre lauréats, entre différents acteurs économiques ivoiriens et africains. C'est un gros travail qui est fait par l'équipe de l'Institut Choiseul, qui nous a permis d'identifier plusieurs milliers de profils qui incarnent vraiment la réussite économique de l'Afrique à l'échelle du continent. Ce 6e sommet va se tenir sur 2 jours. Au programme, des rencontres entre dirigeants économiques, des partages de visions et d'expériences. Et vous allez le voir en image, le 4e congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains se tient en ce moment même ici à Abidjan, en présence du président Alassane Ouattara, président d'honneur du parti, et tous les hauts cadres du RDR. C'est au Parc des Sports du côté de Trècheville, un RDR mobilisé pour un RHDP unifié. Et voilà le thème retenu. Les membres des commissions travailleront donc à l'adoption du parti unifié RHDP. Le président du comité d'organisation, c'est Adama Bictogo. Selon lui, ce congrès sera la démonstration de force et la volonté du rassemblement de tous les militants pour la bonne marche du parti unifié RHDP. Nous y reviendrons plus largement dans nos prochains journaux. 2168, c'est le chiffre du jour. C'est le nombre de militaires qui ont décidé de mettre fin volontairement à leur carrière militaire. Ils font partie de la première vague des départs volontaires à la retraite des militaires au titre de l'année 2018. Un départ qui s'inscrit dans le cadre de la loi de programmation militaire qui vise à harmoniser les effectifs de l'armée par catégorie. La cérémonie d'au revoir s'est déroulée hier au nouveau camp militaire d'Akwedo en présence du ministre de la Défense, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko. 2168 militaires encore en activité partent définitivement de l'armée. Ils quittent le service actif pour embrasser d'autres expériences en vie civile. Cette mesure d'incitation au départ volontaire des militaires en activité s'inscrit dans un projet plus global de modernisation de l'outil de défense. Après 16 ans de service, je vois que vraiment les choses ne vont pas encore très bien pour moi. Et j'ai fait mes prières, j'ai demandé pardon à Dieu de m'accorder nos chances dans la vie civile. Voilà pourquoi je me suis engagé dans le départ volontaire. Pour l'amour de la patrie, nous avons décidé de partir pour que l'État puisse rajeunir cette armée. S'inscrivant dans le cadre de la loi de programmation militaire, cette mesure vise la réduction des effectifs. Il s'agit d'harmoniser la pyramide catégorielle en vue d'améliorer le taux d'encadrement de nos hommes.
La configuration actuelle de notre armée n'étant pas la norme des armées modernes, qui est de 5% d'officiers, 25% de sous-officiers et 70% de militaires du rang. Cette opération initiée par M. le ministre d'État, ministre de la Défense, sur instruction de son Excellence, M. le Président de la République, chef suprême des alliés, est à saluer. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, le départ volontaire a été intégré dans la loi de programmation militaire en vue de faire partie au moins 4000 hommes et avoir une armée moderne. À chaque militaire, l'État doit respect et considération, et particulièrement à celui qui décide librement d'aller faire autre chose. Nous sommes reconnaissants. Il faut faire conseiller par le bureau de reconversion. Il faut vous faire conseiller par des aînés, des amis qui ont réussi. Dépensez prudemment cet argent. Ce que vous avez appris dans l'armée, la rigueur, la discipline, l'endurance, l'engagement, sont des atouts que vous avez pour aller être les meilleurs dans la vie civile. Le départ volontaire s'adresse à ceux des militaires qui sont à plus de 5 ans de la limite d'âge de leur grade. Il s'accompagne d'un pécule unique de 15 millions de francs CFA. Outre la première vague des départs volontaires des militaires à la retraite, au titre de l'année 2018, le premier bataillon blindé a accueilli la célébration de la Sainte-Georges, patron des cavaliers du monde. Reportage signé Abou Sanogo. On ouvre à présent la page santé de notre journal. Nous sommes le 5 mai et c'est la journée mondiale de la sage-femme. Une célébration pour tenter de découvrir ce noble métier de donneuse de vie et rendre ainsi hommage aux femmes qui l'exercent. Pour cette édition, nos reporters se sont rendus à Yopougon, une commune au nord d'Abidjan. Ils ont fait une visite dans le centre de santé de Ouassakara à Thié. Question de se rendre compte des acquis du système de mentorat sur place. Un système qui consiste à recruter des sages-femmes à la retraite pour accompagner les plus jeunes tout en les aidant dans la pratique du métier. Leur reportage. Centre de santé de Ouassakara à Thié, dans la commune de Yopougon. Salle d'accouchement. Ici, Hélène, sage-femme retraitée, partage son expérience avec Céline, une débutante. La dame venait d'accoucher et donc j'étais en train de lui expliquer comment faire rétracter l'utérus pour que la femme ne saigne pas. Habituellement, je masse, mais je ne savais pas qu'on empaumait tout le globe utérin pour masser, pour pouvoir bien rétracter le globe pour éviter les saignements. Une assistance possible grâce au système de mentorat. Ce système consiste à faire appel aux sages-femmes à la retraite appelées mentors pour coacher les plus jeunes, depuis la consultation jusqu'à l'accouchement. Objectif, les aider à améliorer leurs prestations. C'est vrai qu'elles ont été formées, mais il y avait des atouts minimums qu'elles ne maîtrisaient pas. Donc il fallait quand même renforcer ces atouts-là et surtout leur redonner confiance par rapport au travail qu'elles font. Nous avons des retours, puisque je lui avais dit la dernière fois qu'il fallait qu'elle demande le bilan et c'est ce qu'elle a fait. Il y a des choses peut-être qu'on connaissait, mais elles ont complété. Il y a d'autres aussi, vraiment, on ne savait pas du tout. Par exemple, comment faire la révision utérine, une femme qui saigne, comment faire la prise en charge, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'évacuer la femme. Avec la formation, franchement, il y a beaucoup de femmes qu'on peut sauver aujourd'hui. Pour les parturientes, cet encadrement facilite leur accouchement. Avant, quand on venait, les gens nous regardaient, en tout cas, les gens nous négligeaient beaucoup. Souvent, même ma femme enceinte, même, elle en travail, en tout cas, les femmes ne nous regardaient pas. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. En tout cas, il y a beaucoup qui a changé. Mon taquin, en tout cas, on passait à jouer les petits moments, ça a bien s'est passé. Oh, tu as peur, des petits étudiants, ce n'est pas que j'ai peur. Non, c'est bien passé. Le système de mentorat vise à faire baisser le taux de mortalité maternelle de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes à 70 décès d'ici 2030 selon une recommandation de l'OMS. Le mentorat, c'est aussi pour faire baisser les taux de mortalité néonatale et infantile. Après 9 mois d'expérimentation, le système de mentorat semble porter ses fruits. L'exemple avec le centre de santé de Ouassakara à Thié. On avait constaté un peu que nos femmes partaient, elles ne venaient plus ici. Mais les accouchements commencent à revenir. Aujourd'hui, on peut faire en moyenne 10, 12 accouchements, peut-être même 15 dans les 24 heures.
Dans le temps, on faisait au moins 100 à 102 évacuations, soit 100 évacuations avant accouchement, au moins c'est 40 évacuations après accouchement, par mois. Mais depuis leur instauration, nous avons trop fait d'évacuations après accouchement, c'est 4 la moyenne depuis cette année, et puis 40 à 50 accouchements, évacuations avant accouchement. Le mentorat a été lancé en avril 2017 par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le projet est piloté par la direction des soins infirmiers et maternels. Nous avons constaté qu'il y a une amélioration nette de l'accueil au niveau des parturientes. Nous avons aussi constaté que les pathogrammes qui n'étaient pas bien remplis ont commencé à être bien remplis. Dans certains districts, les cas de décès notifiés ont chuté légèrement. Le cas du district sanitaire de Korogo, vous savez, en 2016, il y avait 112 cas de décès qui avaient été notifiés. Et quand nous avons mis en œuvre le mentorat, nous avons constaté que nous sommes arrivés à 51 cas de décès maternels notifiés. La phase expérimentale du système de mentorat qui a duré 9 mois est maintenant achevée. Mais certaines mentors continuent d'offrir leurs services aux maternités. C'est le cas de Hélène et Mélanie. Le système de mentorat avait permis de recruter 100 sages-femmes à la retraite. Elles étaient reparties dans 41 districts sanitaires sur 83 que compte le pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique compte le relancer pour une période de 3 ans sur toute l'étendue du territoire. Reportage signé Ami Sissoko. Aujourd'hui, journée mondiale de la sage-femme, mais ce sont les sapeurs-pompiers que le monde a célébré hier. Et ces sapeurs-pompiers, vous le savez, ils sont le premier secours lors d'accidents ou d'incendies. Jamais ils n'hésitent à mettre en péril leur vie pour sauver celle d'autrui. À la faveur donc de la journée internationale des sapeurs-pompiers militaires, nos reporters les ont accompagnés durant une journée. Et depuis leur centre d'opération jusque sur le terrain, en passant par la gestion des appels au secours. Alexis Ouedraogo et son équipe ont tout vécu. Elle nous les partage. 24 heures passées dans les bottes des sapeurs-pompiers militaires. On regarde. Ils bravent le feu, soulagent et soignent les blessés. Ils sont le premier recours lors d'accidents et de drames. Les sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire sauvent des vies au péril de la leur. Pendant 24 heures, nous avons promené nos caméras dans leurs pas. Chaque matin, le commandant Marc Essia effectue la même halte au CCTO. C'est le centre de coordination des appels du GSPM. Derrière le 180 que vous composez, ce sont ces visages au bout du fil. C'est ici qu'arrivent tous les appels sur le 180 et les lignes cellulaires mises à la disposition des populations. Depuis le début de l'année, le groupement des sapeurs-pompiers militaires enregistre un peu plus de 5580 interventions, dont 80% d'actions de secours à victimes d'accidents de circulation. Autre constat, depuis 2009, le nombre d'interventions a pratiquement doublé. Au fur et à mesure que la ville se développe, la ville s'étend, effectivement, il y a beaucoup plus de risques. Donc nous avons aussi acquis de nouveaux matériels, principalement des engins sanitaires. Donc nous pouvons répondre à beaucoup plus de demandes de la part de la population. Autre chiffre qui retient l'attention, celui des appels malveillants. Pour le seul mois d'avril, plus de 7700 appels malveillants sont notés. 9 heures, cap sur la première compagnie d'incendie et de secours. L'unité fait surtout de la désincarcération lorsque les victimes sont coincées après un choc. À l'occasion des chocs, il arrive que la victime là, ne puisse pas s'extraire ou on n'arrive pas à extraire facilement, de manière aisée la victime. Donc il faut qu'on utilise ce matériel-là pour pouvoir extraire plus aisément la victime. Pour apporter sa pierre à la sécurité des populations, les sapeurs-pompiers font aussi de la sensibilisation sur les bons gestes en cas d'incident ménager. Il arrive souvent qu'il y ait des feux, au niveau surtout concernant la friture. Donc on va vous présenter comment on éteint. On prend juste une serviette mouillée, on les sort, on essaie de couvrir au mieux. Voilà, justement on s'approche et on couvre rapidement. Des mesures pour éviter le pire. Lorsque retentit la sonnerie dans la caserne, plus le temps de traîner les pas. Il faut précisément 3 minutes à chaque pompier pour rallier son véhicule et sonner le départ. Alors que l'équipe court vers l'accident signalé,
le staff sur place nous expose à un exercice d'extinction d'incendie en étage. Ce type de feu particulièrement dangereux nécessite une intervention rapide. Le temps de ce tournage, nous avons revêtu l'harnais de sécurité des sapeurs-pompiers pour nous livrer à un exercice périlleux. Descendre du 7e étage d'un immeuble, l'exercice, ils le font très souvent dans le cadre d'évacuation sanitaire. Est-ce qu'il y a des moments où la victime s'agite parce qu'à un certain niveau, c'est compliqué? Effectivement, elle peut s'agiter, mais toutes les mesures de sécurité sont prises de manière à ce que la victime puisse descendre dans les conditions optimales de sécurité. Au GSPM, il y a aussi une piscine, indispensable à la mise en forme des pompiers, mais aussi ouverte au public. Elle est ouverte au grand public. D'abord, c'est pour apprendre à nager et c'est sauver des vies. Il est le patron des lieux, le colonel Sako. Pour lui, les sapeurs-pompiers militaires ont fait un beau chemin. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à même de répondre à un maximum de sollicitations. Il faut que les populations comprennent que tout ce que nous faisons, vraiment tout ce que nous faisons, c'est à leur profit. Nous ne travaillons que dans l'intérêt des populations. 14 h, l'alarme retentit. Nous embarquons avec l'équipe. Cap sur la rivière à 3 carrefour Alpha Blondy. 2 véhicules, des particuliers sont entrés en collusion et ont fracassé la muraille d'une habitation. Très vite, il faut prendre en charge les victimes. On nous a appelé pour une demande de secours. Et lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, qu'est-ce que nous avons constaté? 2 véhicules de particuliers qui entrent en collision faisant 0,5 victimes. 2 cas graves et 3 cas légers. Nous allons les évacuer quand même dans le CHU le plus proche, à savoir le CHU de Cocody. Cap sur le CHU de Cocody. À l'arrivée, les pompiers rencontrent le médecin-chef. C'est lui qui décide de la prise en charge des victimes. Une fois que les victimes sont conditionnées sur les lieux de l'accident, nous les évacuons au niveau du CH des urgences des différents centres hospitaliers. Et une fois que nous arrivons aux urgences, il y a un relais et les victimes sont transmises au service des urgences pour la suite de la prise en charge. Notre boulot, il s'arrête ici. Lorsqu'il referme les portes de l'engin avec la satisfaction d'avoir porté secours, le sapeur-pompier respire un grand coup, prêt à retourner encore là où le besoin se fera sentir. C'est un document signé Alexis Ouedraogo, un mot de sport dans ce journal. C'est une marche des épouses de militaires de Côte d'Ivoire. C'est la 2e édition et elle a eu lieu ce samedi même. Au nombre de 300, ces femmes ont couru dès 6 h du matin de Cocody-Saint-Jean jusqu'à l'état-major au plateau. Et pour son reportage, Patricia Omoetia a dû courir également. On regarde. Top départ, Cocody-Saint-Jean. Ce matin, environ 300 épouses des militaires regroupées au sein de l'Association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire ont entamé une marche sportive, unie et en s'encourageant par des chants, 2 km à petite foulée jusqu'au plateau. Le sport concerne tout le monde, de chaque catégorie d'âge. Le sport est facteur de cohésion, donc les épouses ont emboîté le pas. Et aujourd'hui, c'est l'exemple qu'elles viennent de montrer. La santé est au cœur des préoccupations de l'Association des épouses des militaires. C'est pourquoi elles ont institué cette marche sportive qui est aujourd'hui à sa 2e édition. Le sport, ça nous permet d'être en bonne santé et pour pouvoir aider nos époux et le président de la République pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Encadrée par le chef d'état-major général des armées, cette marche pour prôner la cohésion et la fraternité. Notre présence ici, c'est de les encourager dans cette voie de la recherche de la solidarité entre elles. Et je rappelle qu'elles sont invitées à cette marche-là, leurs sœurs des autres grands commandements, à savoir la police, la gendarmerie, les eaux et forêts et autres. Donc nous ne pouvons que saluer cela. Arrivé à l'état-major, une séance de relaxation pour se dégourdir les membres. Patricia Omoetia signait donc ce reportage. Un mot d'actualité internationale pour refermer cette fois ce journal. Le Gabon a désormais un gouvernement. L'équipe qui a pour mission d'organiser rapidement les élections législatives attendues depuis près de 2 ans compte 41 membres. On n'y trouve pas des changements majeurs, y compris du côté du Premier ministre qui a été reconduit. Ali Bongo a sacrifié quelques cadres du dispositif qui lui avait permis de conserver son pouvoir après la présidentielle de 2016. Il s'agit de Pacom Moubele Moubeye, Jean-Pierre Oibia et Paul Bioyegué.
L'Est du Canada fait face actuellement à d'importantes inondations. Les rivières ont débordé dans certaines régions du Québec, mais surtout dans la province du Nouveau-Brunswick. Le fleuve Saint-Jean qui traverse la capitale de cette province ne cesse de monter, obligeant les résidents à quitter leur maison. Plusieurs, cependant, refusent de partir. L'autoroute qui traverse le Canada a dû être fermée sur plusieurs tronçons, ainsi que près de 150 routes, rues et ponts. Des bateaux de la garde côtière canadienne et du ministère des Pêches et Océans viennent en aide aux sinistrés qui se retrouvent isolés sur les îles tout juste sortis des eaux. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Merci de rester fidèle à notre chaîne.